Ok, donc bienvenue à tous à notre premier webinaire de l'année avec Cornet France. Je pense que la plupart de vous m'ont déjà vu. Je suis Marie Puy-Barrault, je suis responsable de la recherche à JLL et aussi membre du bureau de Cornet France avec mes collègues. Merci de vous mettre sur silencieux, s'il vous plaît. Merci. Voilà, merci de vous mettre tous sur silencieux quand vous rejoignez la présentation. Donc, c'est notre premier webinaire. Alors, tout d'abord, je voulais tous vous souhaiter une excellente année. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui tous les membres du comité avec nous, mais clairement, ils se joignent à moi pour vous souhaiter une année 2021 innovante, encore remplie de surprises, qui sera garantie pour 2021. Ça, je pense qu'on ne va pas y échapper. L'année dernière, nous avons tenu le coup en tant que bureau et en tant qu'association de Cornet. Et comme vous comprenez, ça a quand même été une année très difficile, puisque se réunir de manière virtuelle n'est pas si facile que ça, même si nous sommes proches les uns des autres. Il faut quand même faire énormément d'efforts pour tenir ensemble. Et cette année, on va continuer sur la même dynamique. On va continuer à organiser des webinaires en ligne et on a plusieurs événements sociaux virtuels qui vont se passer en 2021. Donc, on va aujourd'hui se consacrer à notre premier événement de Cornet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Cornet, c'est une association professionnelle de 11 000 personnes à travers 50 pays. Nous avons 45 chapitres, dont un chapitre de la France, et bien sûr un énorme réseau autour du networking. Et nous sommes actifs sur le marché français afin de pouvoir réunir des directeurs immobiliers, des personnes qui sont liées bien sûr à la profession de l'immobilier, de toute forme de prestations et de services immobiliers qui travaillent à l'international. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est le côté international du secteur immobilier. Alors, nous sommes actifs sur les réseaux sociaux, on vous le rappelle, puisque c'est important pour nous, pour rester en contact avec nos membres, de bien sûr vous engager à travers nos réseaux sociaux et on vous encourage bien sûr à nous suivre puisque les activités de Cornet au niveau global sont très vastes et très importantes. Allez, lançons-nous sur le webinaire d'aujourd'hui. Nous avons réuni donc plusieurs participants. Donc j'ai invité ma collègue Flore Praler. Pour ceux qui sont sur le marché français, vous avez sûrement vu Flore. Si vous ne l'avez pas vu à un événement, vous l'avez sûrement vu aussi à la télé, parce qu'elle passe à la télé, Flore, elle est sur BFM et le reste. Elle écrit aussi beaucoup, énormément pour les médias français. Je suis ravie d'avoir Flore parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et elle va nous présenter sa dernière étude sur l'expérience humaine au travail et cibler particulièrement aujourd'hui le marché français, Flore. C'est bien ça? Parfait. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, tu es directrice de recherche et on va débloquer le sujet du work from anywhere avec Flore et à travers les résultats de l'étude. Ensuite, nous avons la chance d'avoir Laurent Assouli. Donc, Laurent, ethnologue, consultant en entreprise. Je pense, Laurent, si tu pouvais te présenter brièvement un parcours assez vaste et riche avec les entreprises. Oui, en deux mots, j'ai à la fois une formation d'anthropologue et puis une expérience en entreprise d'une trentaine d'années sur différentes fonctions. Et aujourd'hui, je travaille pour un opérateur télécom et je fais une thèse sur la sobriété numérique ou l'écologie numérique. Donc, je suis temporairement pendant 3 ans un peu éloigné de mes activités principales, mais je suis ravi de participer à cette réunion avec vous. Et on est ravis de vous recevoir, Laurent, parce que c'est très rare pour nous de parler à un ethnologue. Et je pense que voilà, vous avez beaucoup de choses à partager avec nous, puisqu'on a quand même fait
plusieurs appels pour partager un peu nos idées. Et on sent vraiment que l'approche que vous avez est différente par rapport à la façon dont nous, on parle. Donc, voilà, j'ai hâte d'entendre ça. Ensuite, donc, nous avons invité Mélanie et Emmanuel de Commit. Donc, Mélanie, on se connaît puisqu'on était ancienne collègue, ancienne partenaire de la machine à café JLL. Mais tu es partie. Donc, dis-nous un petit peu qui tu es et quel est ton parcours. Oui, merci Marie, puis ravie d'être là aussi. Donc aujourd'hui, moi je suis responsable du produit et de la relation client chez Commit, dont on vous dira de moi juste après. Et avant ça, j'ai fait 10 ans de conseil en transformation digitale des entreprises, avant de rejoindre effectivement JLL, où je pilotais l'activité online market pour la zone IMIA. Et avant de rejoindre maintenant Commit il y a bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans déjà, qu'on voit plus ensemble. Et donc, tu as amené Emmanuel. Donc, bonjour Emmanuel, merci de nous rejoindre. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, moi, j'ai travaillé essentiellement dans le développement des entreprises. J'ai travaillé essentiellement à l'étranger. Je vous entends pas bien, en fait. Excusez-moi. Voilà, là, c'est mieux. Ça devrait être mieux comme ça. Oui. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai une carrière qui a passé plus de la moitié de son temps à l'étranger, notamment en Asie. Et j'ai un grand parcours d'animation d'équipe. Dans les entreprises, j'ai rejoint Commit cet été et je découvre cette nouvelle façon de travailler avec vous et je suis ravi de pouvoir partager les expériences que nous avons pu échanger avec nos clients. Très bien. Donc, ça va être riche et intéressant. Alors, on se lance tout de suite. Je vais inviter Flore donc, à présenter ses résultats autour de Human Experience. Et Flore, tu me dis next. Alors, c'est parti. Donc, Human Experience, c'est un thème qui nous est cher, vous le savez, qu'on affectionne tout particulièrement avec Marie. Ça fait depuis 2016, en fait, qu'on creuse ce thème dans tous les sens. Et cette année, il était plus que temps de refaire le point sur où est-ce qu'on en était aujourd'hui en termes d'expérience de travail. Ça peut paraître presque provocateur au vu des conditions radicales dans lesquelles on travaille aujourd'hui. Et pourtant, c'est un vrai sujet parce qu'il y a aujourd'hui de vraies questions qui sont posées sur la table autour de comment redonner envie aux gens de revenir au bureau, comment leur apporter les garanties qu'il faut pour que voilà, qu'ils soient en pleine confiance quand ils reviennent au bureau, et surtout comment les faire leur donner cette envie et retrouver cet appétit pour le bureau qui est aussi aujourd'hui très challengé et voilà par le work from anywhere. Donc, si on poursuit un peu les questions. En fait, là, ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est aussi le résultat du programme de recherche qu'on conduit de façon très assidue et acharnée depuis le début de la crise Covid. Là, je vous ai juste fait un snapshot de quelques publications qu'on a pu faire paraître autour de toutes les implications de la crise sanitaire, à la fois en France, bien sûr, et puis à l'international. Donc, autour du nouveau rôle du bureau, des métriques de performance demain, les metrics that matter, qui nous permettront de mieux décoder l'impact de l'immobilier. Aussi notre programme sur Human Performance que j'ai porté pendant 18 mois, un beau bébé, parce que c'était un vrai questionnement autour de la productivité. Est-ce que la productivité est toujours le bon indicateur? Comment on mesure la performance des hommes et des femmes dans les organisations? Et bien évidemment, tout le pan d'impact au niveau global porté par Marie et sur laquelle je la relais pour les aspects humains. Donc ça, c'est un peu l'overview de ce qu'on produit aujourd'hui autour de l'impact Covid. Et plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les nouveaux questionnements autour de ce que va apporter ce work from home et notamment et plus encore le work from anywhere. Donc, les grandes questions que nous posent aujourd'hui nos clients entreprises, c'est en gros, quel sera l'impact de ce télétravail de masse, notamment sur le plan RH, en termes de cohésion, d'isolement. Qu'est-ce que c'est ce healthy workplace dont on entend de plus en plus parler? Nous, JLL, on porte cette idée d'un healthy workplace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'employeur? Quelles nouvelles responsabilités?
On parle aussi d'exode urbain, de mise au vert. Donc, est-ce qu'il faut y croire sur le long terme? Est-ce que c'est une tendance qui est faite pour durer? Est-ce que tout le monde va se ruer vers les banlieues et la campagne? Qu'en pensez? Que faire aussi de ces bureaux qui sont aujourd'hui sous quel avenir pour le flex office, donc le partage des postes de travail? Et enfin, un vrai questionnement de fond sur la raison d'être du bureau. Qu'est-ce qu'on ira faire au bureau demain? Et est-ce que demain, c'est la fin du travail individuel au bureau, notamment? Donc ça, c'est vraiment les grandes questions de nos clients entreprises. Et pour y répondre, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est le retour de 90 décideurs et 200 salariés de bureaux français qu'on a interrogés en octobre dernier. Alors, si on poursuit un peu pour entrer dans le détail, tout d'abord du premier des sujets qui est à l'esprit de tout le monde aujourd'hui, le télétravail. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Quel cheminement les entreprises ont-elles fait depuis presque un an maintenant? Alors, ce qui ressort, si on poursuit sur la slide d'après, c'est qu'en fait, très clairement, aujourd'hui, il y a un vrai appétit des salariés pour le télétravail. Clairement, vous avez 2/3 des salariés qui souhaitent poursuivre le télétravail post-crise. Donc, on voit qu'il y a un engouement, on voit que ça devient une forme d'acquis social. On voit en même temps que, vous le comprenez en déduction, qu'un tiers des salariés aussi aujourd'hui n'en veulent pas post-crise. Donc, c'est pas non plus la solution universelle qu'il faudra à tout prix pousser pour tout le monde. Voilà. Mais il y a un vrai appétit qui est là, 2/3 des salariés. Et quand on sonde les entreprises sur le nombre de jours de télétravail, clairement, là, on a un boom du télétravail. Donc, grosso modo, tant que le risque sanitaire est là et en dehors de toute consigne gouvernementale, on voit que les entreprises tournent à 3 jours de télétravail en moyenne en France au cours des derniers mois. Et quand on leur demande de faire l'exercice de se projeter post-crise, on voit qu'elles nous parlent plutôt de 2 jours, avec bien évidemment une palette et puis des gens qui vont me dire plutôt 1 jour ou plutôt 3 jours. Et voilà où on se situe aujourd'hui. Si on poursuit un peu l'analyse, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé demander aux salariés leurs attentes en matière de télétravail. Combien de jours par semaine ils souhaitaient télétravailler? Et on a regardé également leurs aspirations en termes d'équilibre de vie, de flexibilité au travail et aussi leurs inquiétudes suscitées par la crise. Et en fait, on voit que tout ça est corrélé. En gros, votre appétit pour le télétravail, merci pour la chronique. En gros, votre appétit pour le télétravail, il est directement corrélé au fait de vouloir trouver un bon équilibre de vie et de travail, au fait d'avoir envie de trouver plus de flexibilité dans ses horaires, pourquoi pas adopter une semaine de 4 jours. On a vu au niveau global un vrai appétit pour cette semaine de 4 jours. On est sur 75% des 2000 salariés qu'on a interrogés au niveau global. Et pourquoi pas envisager aussi de déménager plus loin du bureau. Et puis, on voit que c'est totalement corrélé au fait que les gens sont inquiets de ce virus. Donc, très clairement, plus vous attendez de votre employeur qu'il soit très strict en matière de consignes sanitaires, et plus votre appétit est grand pour le télétravail. Donc, on voit qu'il y a à la fois un effet conjoncturel lié à cette crainte du virus et un aspect de long terme qui était déjà existant avant crise, mais qui est très clairement accéléré autour de la qualité de vie et de la flexibilité qu'on offre aux travailleurs aujourd'hui. Si on poursuit encore un peu le raisonnement, ce qui est intéressant sur ce home office, c'est que pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'a pas réponse à tout. Et on éprouve aujourd'hui très clairement ses limites. On se rend compte quand on demande aux employeurs quels sont leurs freins, on se rend compte que très clairement, les conditions dont chacun dispose à la maison ont un impact très très fort sur la qualité du home office et l'expérience du home office. Donc aujourd'hui, les entreprises ont pris conscience que tout le monde ne disposait pas des bonnes conditions à la maison et que du coup, ce home office ne peut pas être une solution universelle. C'est une forme d'acquis social, mais ce n'est pas une obligation. Et il faut l'avoir à l'esprit. Il y a aussi des craintes qui restent autour de la productivité, autour de certains métiers qui ne seraient pas forcément adaptés au home office, ou encore, on le voit pointer, les enjeux de santé mentale qui commencent à grimper, avec notamment la difficulté à déconnecter.
Et quand on interroge les salariés sur ces sujets, très clairement, pour 1 sur 2 aujourd'hui, en France, ils nous disent que les bureaux leur manquent et ils nous disent qu'ils se questionnent encore un peu, pour certains, sur leur capacité à être aussi productifs à la maison qu'au bureau. Donc, en fait, sur la productivité, c'est un constat très partagé. La moitié des gens vous disent c'est super, c'est formidable, c'est comme au bureau, voire mieux parce que je m'organise mieux. Mais vous avez quand même l'autre moitié des gens qui a encore des doutes sur sa capacité à être pleinement productif. Alors, tout ça pour dire que le home office, c'est une part du paysage, mais en fait, il faut aller plus loin que ça. Et c'était le thème de notre webinaire d'aujourd'hui, parce qu'en fait, on peut aller jusqu'au work from anywhere, parce que le home office, c'est seulement une des modalités. Et quand on se rend compte que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est l'adoption du travail nomade, peu importe où on se trouve. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, quand on demande aux entreprises, est-ce que vous pourriez fonctionner sans bureau? On a été très provocateur. On s'est dit, mettons les pieds dans le plat. On n'en a que 12% en octobre qui nous disaient, oui, pourquoi pas, on pourrait envisager du 100% à distance. Donc, on voit que ça reste très marginal. Et quand on regarde le profil des entreprises, on est sur des petites structures qui clairement ont une vraie et peuvent envisager pour les prochains mois de faire son bureau et de revenir à des bureaux quelques mois plus tard. Donc ça, on peut un peu, entre guillemets, l'évacuer. On voit que ça ne sera pas le modèle majoritaire. En revanche, ce qui est en train de pousser, c'est l'idée pourquoi pas, d'un télétravail ouvert avec des gens qui se questionnent autour de leur lieu de résidence. J'ai notamment en tête un exemple dans la banque assurance qu'on accompagne aujourd'hui, où clairement, on nous dit, avant crise, on était déjà sur 2 jours de télétravail. Post-crise, on pourrait passer à 3 jours pour certains de nos collaborateurs. Et ces collaborateurs-là, aujourd'hui, nous interrogent sur la possibilité de déménager peut-être plus loin de Paris, notamment, pour aller, pourquoi pas, en région. Et donc, aujourd'hui, la question est posée sur la table avec l'employeur. Autre sujet qui progresse, clairement, c'est le coworking. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le coworking, il est encore aujourd'hui en France plus à l'esprit des employeurs que des salariés. L'appétit est plus grand côté employeur. Et d'ailleurs, ce décrochage-là, on le voit également entre la France et le global. On voit qu'en France, côté salarié, les solutions de coworking, c'est pas encore totalement banalisé non plus. Hein. Ça reste quand même un peu un débat d'experts de l'immobilier. Donc, l'appétit grandit. 28% des salariés aujourd'hui trouvent que c'est une option intéressante, mais c'est pas encore une adoption massive. Très clairement, la France, on est dans ce binôme travail au bureau, travail à la maison. Hein. On est encore vraiment massivement là-dedans. Alors, si on poursuit pour vous donner encore quelques billes autour de la thématique de ce que j'ai appelé le Healthy Workplace. Donc, quelles sont les nouvelles responsabilités des employeurs? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand on sonde les entreprises, elles nous disent très clairement, on le voit sur la slide suivante, qu'aujourd'hui, la santé des salariés est devenue aussi importante que la santé financière de l'entreprise. C'est devenu majeur. On ne peut plus y échapper. C'est dans l'esprit de tous les dirigeants, de tout le leadership qui se demandent très clairement comment on va gérer la santé mentale et physique de nos salariés. Donc, il y a une prise de conscience de cette responsabilité. Et côté salarié, on voit bien que ce sujet est en train de monter, puisque vous avez aujourd'hui un salarié sur 2 qui s'inquiète de son avenir professionnel et presque un salarié sur 2 qui commence à se dire désenchanté. Donc, on voit que c'est en train de coincer côté salarié. En fait, quand on analyse dans Human Experience, c'est super intéressant. On se rend compte que l'engagement au travail reste là parce que les gens ont peur de perdre leur job. En revanche, l'engagement émotionnel est en train très clairement de s'éroder. Le sentiment d'appartenance est en train de s'éroder. On ne sait plus exactement pourquoi on rame, pourquoi on travaille. Donc, on voit vraiment une dichotomie se faire entre je suis engagé au travail parce que je n'ai pas le choix et oui, mais en fait, je commence sur le plan de la santé mentale à me désengager, la santé émotionnelle, voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se distendre. Le résultat, c'est que les gens ont de plus en plus d'attentes pour le travail à distance. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur la slide d'après. On leur a demandé quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de l'employeur. Clairement, les gens vous disent « je veux un meilleur équipement technologique à la maison », mais je veux aussi que mon employeur
viennent me garantir une qualité d'équipement ergonomique, de bureau, d'installation à la maison. Et ça, c'est totalement nouveau, surtout en France. En France, auparavant, le domicile, c'était la sphère privée. Là, désormais, on voit que les salariés ont des vraies attentes là-dessus et attendent les employeurs au tournant. Alors après, la question sera de savoir ce que l'employeur peut faire et ce qu'il est prêt à faire aujourd'hui. On commence à avoir des démarches assez ambitieuses côté employeur pour proposer une enveloppe financière que les gens peuvent utiliser comme ils veulent. Je pense aussi à un acteur des télécoms qui nous a dit on avait mis en place une forme de drive pendant le premier confinement qui permettait aux salariés d'aller chercher l'équipement dont ils avaient besoin au bureau pour mieux s'équiper à la maison. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ce sujet-là est mis sur la table. L'employeur est responsable également de ce qui se passe à la maison, parce que ça va prendre de plus en plus d'importance. Enfin, le dernier des points autour de la santé, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on leur a demandé où est-ce qu'ils travaillaient le mieux à la maison, dans un tiers-lieu, ou au bureau, et quelles étaient les tâches qu'ils faisaient mieux dans chacun des endroits. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit clairement une cartographie se dessiner avec le rôle du bureau autour de la socialisation, pouvoir manager, être soutenu par mon manager et faire de la collaboration de qualité, vraiment pas une collaboration qu'on peut faire à distance, mais vraiment résoudre des problèmes complexes, innover. On est vraiment sur une collaboration 3 étoiles. À la maison, clairement, c'est pouvoir se déconnecter, s'inspirer, se concentrer. Et puis enfin, on voit que les salariés aujourd'hui sont partagés sur certaines fonctions, apprendre, grandir, ou créer et innover, ce qui peut interpeller aussi sur le rôle du bureau. Certains vous disent, non, en fait, c'est aussi bien à la maison qu'au bureau. Donc on voit que le bureau va devoir se muscler sur ces sujets-là à l'avenir. Pour terminer mon passage en revue, je vous propose de passer sur un dernier sujet qui est donc le rôle du bureau demain. Donc, à quoi servira ce bureau demain? Vous voyez, on voit déjà des pistes se profiler. Pour autant, est-ce à dire que demain, le bureau ne sera collectif? Clairement pas. Aujourd'hui, quand on sonde les entreprises, elles nous disent que la moitié de leur espace était alloué à de l'espace individuel. Post-crise, elles veulent aller vers un équilibre individuel-collectif. Donc, on n'est pas non plus sur une révolution. Et quand on demande aux salariés quelles sont leurs attentes prioritaires, ils nous parlent d'espaces connectés à la nature. Ça, c'est la spécificité française qui ressort beaucoup plus qu'au global. Donc, on a ce lien très fort avec un bureau plus qualitatif. On parle souvent de biophilie. Voilà, des notions qui sont en train de monter très fort en France. Des espaces de concentration, donc le bureau ne sera pas pur collectif, aussi des espaces pour se concentrer, pour se ressourcer dans sa journée de travail, et pourquoi pas tenir une réunion à distance, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui les réunions sont de plus en plus un mix présentiel et distanciel, des lieux d'apprentissage et de collaboration. Enfin, je vais juste terminer avec deux idées importantes, parce qu'on est très très questionné sur ces sujets. Autour du flex office, notamment. En début de crise, on nous a beaucoup demandé, alors ça y est, c'est fini le flex office, on n'y croit plus, c'est mort. Non, pas du tout. Au contraire, le flex office est renforcé par la crise. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a des contraintes sanitaires à gérer, mais on se rend bien compte que de toute façon, on s'orientait vers un flex office à la journée de travail, c'est-à-dire que vous figez un poste de travail pour la journée pour un collaborateur. Donc on voit que la tendance se poursuit. Les entreprises aujourd'hui l'adoptent en masse. Aujourd'hui, les entreprises qu'on accompagne, très clairement, ont un sujet autour de comment mieux utiliser leur espace, comment rationaliser leur espace, comment faire en sorte que cet espace soit le plus pertinent possible. Donc clairement, on voit que proposer du bureau en batterie, ça ne fonctionne plus. Ça n'est plus adapté aux attentes aujourd'hui quand on vient au bureau. Quand on vient au bureau, on veut pouvoir socialiser, échanger, brainstormer, créer de la valeur en collectif, pouvoir se ressourcer. Donc, en fait, le bureau individuel dans un espace ouvert, il n'a pas du tout réponse à tout. Et c'est pour ça qu'on voit cette adoption très significative du flex, parce qu'il va permettre en fait de rationaliser l'espace individuel pour proposer une large palette d'espaces alternatifs. Donc voilà,
pour terminer, je vous dirai juste un mot. S'il y a un sujet clé à retenir, parce qu'on me questionne toujours sur les mètres carrés, on peut peut-être dire c'est moins de mètres carrés, mais surtout mieux de mètres carrés à l'avenir. Donc des mètres carrés plus adaptés aux nouvelles attentes des collaborateurs, plus flexibles, plus résilients. Et donc, bah voilà, il y a plus qu'à inventer tout ça. Donc là, je propose qu'on passe la parole à nos formidables panélistes. Oui, merci Flore. Bon, ta présentation et le sujet, je le connais par cœur, mais je pense que c'est bien quand on essaie maintenant d'entendre un petit peu de la part du panel quel est leur point de vue. Donc, merci de vous prêter à l'exercice de la table ronde. En virtuel, c'est pas toujours évident, mais on va peut-être commencer par une petite introduction. Laurent, alors ethnologue en entreprise, cela veut dire quoi? Alors, pour le dire assez simplement, cela revient à considérer l'entreprise à l'identique d'une petite population, hein, plus ou moins singulière, voire exotique, avec ses croyances, ses rituels, ses mythes, sa cosmogonie. Bref, plusieurs de ces éléments sont à prendre en compte pour structurer le groupe social et assurer sa pérennité. Et donc, le rôle de l'ethnologue en entreprise, ce serait donc de décrypter ces comportements sociaux, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, tout simplement. Très clair. Et j'imagine que beaucoup d'entreprises font ce détail de comment vous appelez, décryptage de manière régulière aujourd'hui? Non, très sincèrement, c'est pas une pratique qui est très développée. Déjà, pour rappel, l'ethnologie en entreprise n'est pas enseignée en université. Donc, c'est une transposition que certains anthropologues, ethnologues font dans le cadre d'une démarche personnelle. L'objet entreprise n'est pas enseigné en université, en tout cas dans les universités françaises, à l'exception d'une chaire qui a eu il y a quelques années à la Sorbonne avec Dominique Desjeux, mais qui n'existe plus. Donc, c'est une démarche personnelle et des initiatives personnelles d'anthropologues. Très bien, j'aime ça, j'aime l'originalité. Donc, l'équipe Commit, nous avons Emmanuel et Mélanie. Je pense que c'est Emmanuel qui va nous présenter un petit peu Commit. Alors, que fait Commit? Quels sont vos outils? J'ai plusieurs diapos, je les lance? Oui, bonjour. Merci, c'est gentil de lancer la première diapo. Alors, effectivement, nous, on offre aux collaborateurs de l'entreprise une application de mise en relation intelligente qui est basée sur les affinités, les talents et les objectifs personnels ou professionnels de l'entreprise. Concrètement, on va créer des liens, on va dire qu'on va démultiplier les opportunités entre collaborateurs de renforcer les liens sociaux. Et là où c'est très original, c'est qu'on développe ces liens sociaux à travers des activités entre collaborateurs proposées par les collaborateurs pour les collaborateurs, mais aussi à travers des événements d'entreprise. Et donc, Commit a été créé il y a 3 ans et on a aussi créé la Happy Tech, qui est un collectif d'entreprises, on va dire au service du bien-être, mais toujours avec une approche technologique. Donc, pour comprendre là où l'intérêt de Commit sur le débat d'aujourd'hui, peut-être dans la prochaine slide, c'est qu'on n'est pas seulement une application et donc qui génère des statistiques d'usage que je serais ravi de vous partager, c'est aussi un accompagnement de nos clients. Donc, on connaît les enjeux de nos clients, on connaît les problématiques et c'est très intéressant de pouvoir constater l'évolution des usages, notamment de l'application. Très bien, très intéressant. Et il y a combien de personnes, vous nous avez dit, à Commit? On est une dizaine aujourd'hui. Vous êtes une dizaine aujourd'hui et principalement basée à Paris, ça? Tout à fait. Et nous aussi, le Covid est passé par là et on a des équipes de plus en plus éparpillées en France. D'accord, très bien. Bienvenue dans le monde du work from anywhere. Ok. Donc, Mélanie est avec vous. Mélanie, tu t'es présentée tout à l'heure et c'est vrai que on se connaît déjà. Mais je voudrais revenir vers Laurent. Laurent, vous avez clairement un regard d'ethnologue. Donc, qu'avons-nous appris sur les risques et les opportunités du travail distant? Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire.
Oui, oui, mais on va essayer d'être synthétique. Déjà, le premier point, c'est qu'on a des salariés qui sont maintenant très matures sur ce sujet. Parce que les deux confinements qu'on a vécus et qu'on a vécu dans notre chair ont permis aux salariés de faire l'expérience d'un télétravail, certes caricatural, dans une sphère familiale dans un premier temps, dans un deuxième temps pour ceux qui ont des enfants, effectivement, avec des enfants scolarisés, ça a été un télétravail beaucoup plus simple peut-être à gérer. Mais en tout cas, il y a effectivement sur le télétravail de la part des salariés une expérience absolument incroyable sur ce sujet-là. Et tous ceux qui avaient effectivement le fantasme d'un télétravail 5 jours par semaine, a priori, en sont revenus. Sur le télétravail également, ce qui est important à dire, c'est qu'il faut, à mon avis, éviter toute généralisation. Selon les conditions d'habitat, selon la fréquence du télétravail, selon le fait que le management est opéré sur le mode de la confiance ou pas, vous allez avoir des perceptions très différentes. Je vous renvoie sur ce sujet à deux études intéressantes. Une première qui a été faite par l'OCDE, qui a été publiée il y a quelques mois, qui est une étude sur le télétravail qui concerne une bonne trentaine de pays, très intéressante. On renvoie également à des travaux qui ont été faits notamment par François Dupont, sociologue, qui a fait une jolie enquête également sur le télétravail. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on a vu dans l'étude que Fleur a présentée en filigrane qu'il y a ce temps de télétravail entre 2 jours et plus de 2 jours, comme s'il y avait une charnière. Et 3 jours, c'est déjà une symbolique qui signifie que vous êtes plus souvent à la maison qu'au bureau. Et ça veut dire que en tant que salarié, votre capacité à revendiquer un certain nombre de choses va être altérée à partir du moment où vous êtes plus souvent à la maison qu'au bureau. Ça va être difficile pour des salariés qui sont 3, voire plus de 3 jours en télétravail, de revendiquer des espaces de travail bien particuliers et de s'approprier des espaces de travail bien particuliers. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que bien évidemment, le télétravail, ça pose la question de la distanciation et de l'isolement social. Rappelons-nous que en ville, pour un certain nombre de salariés, le travail, c'est souvent le seul espace de socialisation. Et si vous enlevez cet espace de socialisation, vous accentuez l'isolement social de gens qui n'ont que ça, je dirais, pour échanger, pour parler. Donc attention effectivement à des télétravails qui seraient sur un mode trop intensif. Et puis le télétravail également, c'est une accentuation des inégalités entre salariés, entre ceux qui sont éligibles et ceux qui ne sont pas éligibles. C'est également l'opportunité de réfléchir à des salariés qui pourraient être éligibles au télétravail et réfléchir comment est-ce qu'on pourrait organiser les postes de travail. Comment on pourrait organiser le télétravail. Donc, en résumé, il n'y a pas de réalité uniforme. C'est une question de nuance et de dosage et de bon sens pour réfléchir à un télétravail vertueux. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Mais c'est une très belle introduction parce que c'est vrai ce sujet de maturité, de tout ce qui ressort, qui a été accentué par le travail à distance est vraiment réel. Je pense qu'on a tous des expériences positives et négatives. De mon côté, je pense que c'est ça. Et ce lien social, en effet, est très important. C'est justement un point, Emmanuel, avec Commit, je sais que vous en parlez, vous parlez du besoin vital de lien social. Comment l'avez-vous mesuré et qu'avez-vous appris au regard de vos convictions pré-Covid? Oui, tout à fait. Nous, on a pu effectivement constater ce besoin vital de lien social de deux manières et même en deux temps. Finalement, à travers les outils principalement. D'abord, on a vu dès mars un besoin dans l'urgence, c'était celui de maintenir un minimum de communication pour assurer la continuité du travail. Là, je parle de l'émergence de Zoom,
l'accélération du développement de Teams, de WebEx. Là, on est tous conscients que les outils sont nouveaux dans l'entreprise et on a même pu constater que ces outils continuent à être utilisés alors qu'on était au bureau, tout simplement parce que tous les collaborateurs ne sont pas en même temps au bureau. Donc, on se retrouve à faire des WebEx avec des collègues qui sont à côté, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Et ça, c'est une véritable évolution. Dans la continuité, Commit, nous, on a donc cette application qui est intéressante parce qu'on crée du lien à travers des activités, à travers des événements. Et avant le Covid, ces activités, ces événements avaient surtout lieu à l'intérieur de l'entreprise, à la cafétéria, à la cantine, dans des salles de réunion, etc. Et donc, on avait un petit peu peur puisque plus personne ne venait au bureau. Comment les activités allaient-elles continuer sur l'application Commit? Et bien, très naturellement, dès avril, une fois qu'on a pu mettre en place Teams, WebEx, etc., on a vu les usages dans Commit passer complètement en visioconférence. Et donc, c'est là que c'est très intéressant. C'est l'apogée des e-pause café, des apéros, Teams, et puis aussi l'entreprise, puisque là, ce sont les collaborateurs qui utilisaient l'application de mise en relation et des activités entre eux. Ce sont les collaborateurs qui organisaient ces nouveaux événements, cette nouvelle forme de lien social. Mais l'entreprise n'est pas en reste, hein, puisque souvent les entreprises avaient des prestataires en termes de qualité de vie au travail, de bien-être. Et dès avril, on a pu voir ces activités en ligne transformées, puisqu'on sont apparus les e-yoga, les e-méditations, les ateliers en ligne de gestion du temps, du stress, des troubles musculo-squelettiques, etc. Ça, c'était vraiment complètement nouveau aussi d'avoir ces activités en ligne. On a pu aussi s'apercevoir qu'il y avait des évolutions dans le marché de la qualité de vie, du bien-être. On a vu une prise de conscience très rapide et à tous les niveaux de l'entreprise, hein, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les managers pris entre deux feux et puis les directions d'entreprise. Donc nous, on a eu une utilisation qui s'est presque accélérée pendant le Covid de l'application. Et puis, on a pu voir aussi de nombreuses sollicitations externes, on va dire des médias, et puis des entreprises vraiment concernées par le lien social, par la problématique des enjeux du lien social. Absolument. Alors, si on mixe maturité avec prise de conscience et accentuation des besoins, je pense que notre Work from Anywhere va rester avec nous pendant un moment. Alors, on va revenir un petit peu à Laurent. Flore, je sais que tu veux prendre la main sur le deuxième, entre le physical et le digital, pour lancer un petit peu sur ce sujet-là, s'il te plaît. Oui, en fait, ce qui nous semblait effectivement intéressant, en fait, au travers de vos deux témoignages, c'est que on voit qu'il y a une tension entre ce qu'on peut faire à distance et ce besoin impérieux de lieu physique, de lien social. Donc, est-ce que le lien social, on peut totalement le conduire à distance? Est-ce qu'on peut totalement le dématérialiser? Quelles sont les limites de tout ça et pourquoi on a à ce point besoin d'un lieu physique partagé? Quel sera son rôle demain? Donc ça, c'était la question que je souhaitais vous adresser, Laurent, pour nous dire un peu, voilà, avec votre regard d'ethnologue, finalement, qu'est-ce qui se joue dans le lieu physique partagé et qu'on ne peut pas dupliquer, en fait, de façon digitalisée. Regardez, par exemple, notre réunion de ce matin. Tout ce qui a trait au body language. À ce qu'on peut percevoir quand on vous regarde et ce qu'on peut deviner. Évidemment, ça, c'est extrêmement altéré. Si vous vous rapportez également à un vieux bouquin d'un anthropologue qui s'appelle Hall, vous voyez bien qu'il n'y a pas que lui et la vue qui sont à prendre en compte. En l'occurrence, quand on fait une communication à distance, on donne la primauté à lui et la vue par la force des choses, puisque nous n'avons que ces sens-là qui peuvent être activés. Mais dans la vie, je dirais, en présentiel, en réel, vous avez l'odorat, les odeurs qui sont importantes. Selon les cultures, elles sont plus ou moins importantes. Tout le Moyen-Orient, c'est fondamental. Dans les pays méditerranéens, c'est important.
Aux États-Unis, c'est moins important, c'est quelque chose de plutôt a priori repoussant et effectivement, on est dans une culture hygiéniste. Et donc, vous voyez qu'en étant en présentiel, on se prive effectivement à la fois de tout ce qui a trait au kinesthésique, au toucher, et de tout ce qui a trait effectivement à l'odorat. Donc, effectivement, ces sens-là, ces sens de sociabilité, eh bien, de facto, vous les perdez quand vous êtes à distance comme on l'est ce matin. Et puis, il y a aussi une symbolique. La symbolique, c'est, même si effectivement, il y a une communication digitale, mais il y a l'idée de loin des yeux et loin du cœur. Et si vous n'êtes pas effectivement sur le lieu de l'entreprise, eh bien, il y a un certain nombre de salariés, à tort ou à raison, qui peuvent exprimer des inquiétudes sur le fait qu'effectivement, ils auraient une visibilité qui serait estompée et que cela pourrait éventuellement poser des problèmes de carrière, de promotion ou de visibilité. Ça, c'est un autre point. Et puis, il y a, je dirais, toutes les conversations informelles que vous ne pouvez pas retrouver dans la communication à distance. Vous allez avoir des conversations informelles que vous allez retrouver dans des lieux dédiés, dans des espaces de café que vous allez avoir dans vos entreprises. Et là, vous allez avoir un type de communication informelle qui a trait à un moment de convivialité. Et puis, il y a une autre catégorie de conversations informelles, effectivement, qu'on met peut-être moins en avant, mais c'est celle où, exemple, vous vous levez de votre bureau, vous allez 15 mètres plus loin vers un autre bureau, vous croisez un collègue, ah tiens, ça tombe bien, en te croisant, ça me fait penser que je voulais discuter avec toi de ce point-là, de ce point-là. La Et là, fameuse vous avez un flux sérendipité. de conversation informelle, beaucoup plus, je dirais, sérieux et intéressé que le flux de conversation informelle que vous aviez dans un café. Et c'est ces moments-là qu'il faudrait pouvoir retrouver dans les futurs espaces de travail que vous allez concevoir, et non pas simplement imaginer des espaces de café pour retrouver ces échanges informels, mais essayer de penser à des dispositifs qui vont vous permettre, quand vous serez en présentiel, de retrouver ces moments désintéressés, impromptus, où vous avez croisé le salarié A, le salarié B, de façon complètement contingente et accidentelle. Donc on se rend compte que cet informel, on peut difficilement le recréer en fait. C'est très difficile parce que par nature, il est désintéressé, il est contingent. Donc il faudrait. Et la difficulté aussi, c'est que comme vous avez a priori dans le futur un télétravail au moins de 2 jours qui va être opéré, Oui. ça veut dire que la probabilité de croiser des gens va être amoindrie puisque tout le monde ne prend pas son télétravail en même temps. Donc, ce qu'il faudrait, je propose de façon pratique, c'est que les jours de télétravail ne soient pas fixes pour qu'il y ait Rotation aléatoire. qu'on puisse se rencontrer, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vu des entreprises où les gens piochaient un nom au hasard pour savoir à côté de qui ils allaient s'asseoir ce jour-là pour susciter en fait de nouveaux échanges. Alors oui, alors après, je serais dubitatif sur le fait de changer de place régulièrement. Je n'y crois absolument pas. Si vous regardez ce qui se passe, ne serait-ce que dans un amphithéâtre d'université, les gens s'assiedent toujours à la même place. Donc, j'ai pas le temps de développer là, mais il y a vraiment des raisons, je dirais, physiologiques, presque animales, à essayer de s'asseoir à la même place, retrouver un sécuriser rituel. son périmètre, Ouais. sécuriser son espace. Donc voilà. Et là, vous verrez des flex office où les gens s'assiedent toujours à la même place, où l'employeur laisse faire. Et puis, vous verrez des flex office où l'employeur demande, incite les gens à changer de place régulièrement. Personnellement, je suis opposé à cette façon de faire, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. Un autre webinaire. Voilà. Et alors, côté commit, justement, vous nous aviez dit que un retour qui était intéressant, je trouve, c'est que vous nous avez parlé d'une saturation du full télétravail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous avez pu observer par rapport à ça? Tout à fait. Je te mute tout de suite. Oui, vous m'entendez?
Ça y est. On n'entend pas. Voilà, Mélanie, ça y est. Super. Oui, pardon. Oui, je disais effectivement, chez nos clients, on observe vraiment, et notamment depuis septembre, un phénomène de ras-le-bol du télétravail en 5 jours sur 5, hein, pas en 2, 3. Comme l'évoquait Laurent, ils ont finalement les salariés étaient plutôt contents au tout départ de se dire, ben voilà, je vais pouvoir être à la maison, peut-être pouvoir travailler différemment. En septembre, octobre, ils en étaient vraiment revenus. Et ils évoquaient plusieurs raisons à ça. La première, c'était le manque d'interaction sociale, le manque de conversation informelle, et ce sentiment que finalement l'essentiel de leurs interactions était transactionnel. Je vais parler de mon travail, de mon projet, dans un objectif de productivité, et j'ai plus ces moments sympas de connexion humaine à mes collègues, quoi. Il y avait aussi ce ras-le-bol lié à un sentiment de perte du lien avec finalement la culture d'entreprise, avec ce qui fait son ADN. Et puis aussi une plus grande difficulté à co-créer, à collaborer, à innover à distance. Cet exercice du brainstorm ou par exemple de l'atelier d'idéation qui est quand même beaucoup plus compliqué à distance que quand on est tous dans un même espace physique. Et du coup, ce ras-le-bol, on l'a entendu exprimer de manière vraiment forte, hein. On a pu entendre je suis démotivée, j'arrive plus à couper le soir et le week-end entre ma vie pro, ma vie perso, j'ai envie de démissionner. Donc c'est fort. Et ça a même été pointé du doigt par une enquête de Malakoff-Ménéric menée en septembre dernier comme source d'augmentation des arrêts maladie longue durée. Donc les arrêts pour troubles psychologiques, ils sont passés de 9% en janvier 2020 à 14% en mai 2020 pour se stabiliser à 18%, donc ils ont doublé depuis septembre. Mais c'est vrai que pour autant, ce qu'on voit aussi, ce que nous remontent les salariés chez nos clients, c'est qu'ils ont en parallèle quand même apprécié cette plus grande flexibilité que t'évoquais Flore, qui est permise par le télétravail en termes d'organisation de sa journée ou de son mode de vie, et puis aussi une plus grande autonomie dans l'organisation des tâches finalement. C'est pour ça que même si on constate ce ras-le-bol du télétravail 5 sur 5, je pense pas qu'il faille dire que c'est pas bien du tout, et surtout qu'il faille opposer présentiel à distanciel, mais plutôt les approcher de manière complémentaire dans le fameux modèle hybride dont on parle de plus en plus, qui est d'ailleurs plébiscité par 8 DRH sur 10, selon une étude récente du BCG, avec, comme tu l'exposais précédemment, cette idée de je viens au bureau pour pouvoir stabiliser, collaborer, co-créer, vivre l'ADN de ma boîte. Et du coup, j'attends que les moments vécus au bureau, ils soient de qualité, ils soient forts. Je bosse, je reste à la maison pour produire, pour me concentrer, du travail de fond, organiser ma journée différemment. Et puis, je travaille d'un tiers-lieu, proche de mon lieu de résidence, pour un mix de tous ces usages, quand j'ai besoin de prendre l'air et puis d'échanger avec des collègues ou d'autres professionnels qui vivent pas loin de chez moi. Alors, c'est très intéressant. C'est vrai que vous avez abordé quand même énormément de sujets. Et du coup, Laurent, quand on parle de préserver cette culture d'entreprise, d'appartenance, d'identification à un projet collectif, comme Mélanie l'a décrit ici, dans ce paysage de travail plus digitalisé, ça demande quoi? Quelle est la réponse de l'ethnologue sur ce sujet? Alors, de l'ethnologue, je ne sais pas, mais sur ce sujet-là, je vous donne mon point de vue personnel. D'abord, culture d'entreprise, c'est un mot un peu valise, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup ces dernières années. Et ce qui m'intéressait surtout, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on en parlait beaucoup, plutôt que de m'intéresser au sujet en lui-même. On en parle beaucoup, à mon avis, parce que je pense qu'il y a au sein de l'entreprise des injonctions contradictoires qui mettent à mal la capacité à fédérer les salariés entre eux. Et je pense que c'est cette angoisse de la part des employeurs à fédérer les salariés qui effectivement interrogent et qui questionnent ce thème de la culture d'entreprise. Ce que je vous propose, c'est de faire un pas de côté pour comprendre peut-être tout ça et de faire un distinguo entre deux types d'entreprises. Pour reprendre un peu les travaux de François Dupuis sans trop le paraphraser. Il y a d'un côté les entreprises qui sont, je dirais, très processuelles, et puis il y a d'un côté les entreprises qui sont plus sur le mode de l'échange. Et vous voyez bien que sur les entreprises très processuelles, vous avez l'idée que l'employeur va se prémunir finalement des défaillances humaines à partir du moment où il y a un processus, et vous allez finalement déployer un dispositif où
l'employé va devenir moins indispensable à partir du moment où il y a un processus qui permet effectivement d'être remplacé facilement et qui permet de pallier aux erreurs humaines. Et donc, l'employé va avoir le sentiment de ne pas être indispensable, ce qui est absolument terrible en termes de reconnaissance. Si vous levez le matin et que vous allez au travail et que vous avez le sentiment que finalement, vous n'êtes pas interchangeable. Voilà, vous avez des phénomènes, comme on peut voir, comme le burn-out ou des choses comme ça, et qui sont décrits dans la littérature managériale ces dernières années. Et puis d'un côté, vous avez des cultures, on va dire, échangistes, qui sont moins effectivement axées sur les processus. Vous allez retrouver ces modes d'organisation essentiellement d'ailleurs dans des PME, où effectivement l'employé, le salarié est quelqu'un d'indispensable, et s'il ne vient pas le matin au travail, eh bien ça peut mettre véritablement en jeu l'organisation de la société. Et donc, ça veut dire que si vous voulez effectivement fédérer les gens, faire qu'ils aient le sentiment qu'ils soient indispensables, eh bien côté employeur, ça veut dire qu'il faut accepter de prendre un risque, de prendre le risque que vous dépendez d'un salarié qui éventuellement puisse mettre à mal, à un moment donné, votre organisation. Et vous voyez bien que vous êtes dans un dilemme, dans une tension difficilement surmontable. C'est comme ça que je vois les choses. Et oui. Donc c'est un peu peut-être une vision un peu. On prend le risque. Oui, mais on fait le pari de l'humain et des talents. C'est des injonctions contradictoires, difficiles, concurrentielles, et dans le cadre d'une économie néolibérale qui effectivement limite les marges de manœuvre. Alors dans le monde de Commit, que mettent vos clients, que font vos clients? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Je sais pas si Emmanuel ou Mélanie vous souhaitez prendre la question. Je vois que Mélanie change d'endroit. Est en déplacement virtuel. Elle fait faire un tour de son bureau. Allez Mélanie, vas-y, tu as trouvé un espace? Oui, c'est bon. J'allais surtout brancher mon PC. Mais du coup, cette évolution du monde du travail, ça nous a forcé, c'est bien en quelque sorte, à faire évoluer notre offre, et notamment parce qu'on percevait chez nos clients des enjeux bien plus forts de bonne intégration de nouveaux arrivants, de facilitation de la transversalité, toujours de développement des talents, et puis aussi vraiment de manière prégnante de maintenir une certaine convivialité au travail. Et du coup, on a beaucoup échangé avec eux pour que notre offre, elle serve toujours au mieux ce maintien du lien social à distance et puis après dans un contexte plus hybride. Et du coup, quelques exemples, comme l'évoquait Manu un peu précédemment, on a rapidement intégré de nouvelles e-thématiques, donc les fameux e-déjeuner, e-café et un lien avec les outils de visio pour que les collaborateurs puissent continuer à matcher par affinité autour d'activités à distance. Et oui, c'est plus difficile de créer une connexion humaine et de maintenir un lien social à distance, mais pour autant, c'est possible quand le sujet de fond, c'est pas du transactionnel, c'est à côté du travail, quoi. On a aussi, parce qu'on en a beaucoup demandé, ajouter des thématiques autour de tout ce qui est bien-être physique, en poussant ou en proposant des prestataires de venir animer à distance des cours de yoga, des cours de méditation, tout ce qui est prévention des troubles musculo-squelettiques. Et puis aussi beaucoup de demandes autour du bien-être mental, où là, on a vu que finalement, les collaborateurs s'organisaient pour partager leur retour d'expérience, leurs trucs et astuces pour mieux gérer le stress, pour s'organiser efficacement au télétravail, pour combiner école à la maison et réunion. Et toujours du partage de bonnes pratiques. Et on a aussi imaginé des moyens de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, parce que ça, c'est un vrai sujet quand on le fait à distance. Du coup, en confiant à des managers à tour de rôle la responsabilité d'organiser des e-cafés qui mêlent les nouveaux arrivants et leurs managers respectifs. Et du coup, donc ça, c'est quelques exemples. Mais en parallèle de ça, on a aussi fait évoluer nos tableaux de bord et intégrer de nouveaux indicateurs pour permettre aux managers, finalement, au travers de l'utilisation de l'app, de prendre le pouls
de ce maintien du lien dans leurs équipes et d'en apprendre plus sur leurs préoccupations. Et puis au-delà de ça, ce qu'on voit vraiment aujourd'hui, c'est que nos clients, ils attendent de nous qu'on finalement on les aide toujours à faire en sorte que ce lien social vive, mais que finalement on les aide aussi à valoriser, à faciliter les actions de qualité de vie au travail, qu'elles soient à l'initiative des salariés ou de l'entreprise, au bureau comme à la maison. Super. Bon, on arrive à la fin de ce webinaire. On a entendu beaucoup de choses. On a parlé de maturité, de prise de conscience, de symbolique, d'accentuation, notamment des inégalités, d'isolation sociale. J'ai beaucoup aimé le thème, Laurent, sur la perception des sens et surtout la privation des sens et plus que des sens visuels. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, dans la culture française est extrêmement importante. On a aussi parlé de saturation et de ras-le-bol. Alors, il va falloir tenir parce que ça va encore durer le télétravail en 2021. Et même si on a une certaine perte de lien, justement, Commit, vous êtes là pour essayer de nous aider. Et cette capacité à fédérer à travers l'utilisation de la technologie et d'outils de communication, je pense, est vraiment indispensable. Et aussi, comme vous le disiez, pour se sentir indispensable. Donc, beaucoup de sujets. Brièvement, Mélanie, un conseil ici à nos participants. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que il faut imaginer les modalités de ce modèle hybride avec les collaborateurs. Flore, tu disais tout à l'heure que ce nouveau modèle, c'est un peu, ce que j'en ai retenu, passer du travail individuel au travail collectif, donc, cette idée de collectif, du coup, définir avec eux comment ça va se passer dans une démarche en fait de co-construction et non pas top-down. Oui. Et puis aussi, mais bon, ça c'est classique, qui puisse être animé dans le temps, avec des retours réguliers sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, avec des indicateurs quanti, mais aussi quali. Excellent. Et Laurent, alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne? Qu'est-ce qu'on... Bien, sur la question du télétravail, le dialogue social, parce que là, je pense que sur un sujet comme ça, finalement, les intérêts des employeurs et des employés convergent, pour des raisons peut-être différentes, mais en tout cas, ils semblent converger. Et puis, réfléchir à comment rattraper ce temps présentiel à travers des dispositifs d'aménagement qui prendront en compte tous ces flux informels qui nous ont échappé du fait de la distanciation. Très enrichissant. J'aimerais avoir une autre heure avec vous pour en discuter, mais on ne l'a pas. Par contre, bien sûr, je vous encourage à revenir vers Mélanie, Emmanuel et Laurent pour continuer la discussion et approfondir un petit peu comment est-ce qu'ils abordent le sujet. Nous avons eu des questions sur la présentation. Nous allons la partager. Elle vous sera envoyée, bien sûr. Sinem, je vois ta question. On peut imaginer bien sûr un workshop Cornet sur ce sujet. Oui, je pense que ça serait vraiment un sujet d'ailleurs important peut-être à refaire ou à remettre sur la table en 2022 ou fin 2021 pour voir un petit peu comment est-ce que le sujet aura évolué parce que ça va être extrêmement important. On est quand même dans une crise importante pour nous au niveau du travail et je ne peux que penser qu'aux jeunes qui rentrent dans le monde du travail aujourd'hui et qui sûrement se sentent extrêmement isolés. Je sais que nous, à JLL, on fait énormément d'efforts au niveau de l'intégration et du dialogue, mais je comprends que ne pas être physiquement avec d'autres personnes peut être déroutant dans un sens. Donc, excellent. Merci, Flore, pour ta présentation aussi, pour tes chiffres très pertinents. Voilà, c'est la fin du webinaire, du premier webinaire. Je pense qu'on a notre événement qui va arriver bientôt et on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci pour votre temps. Merci Laurent, Emmanuel, Mélanie pour votre temps et votre professionnalisme et expérience. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne à journée. bientôt. Au revoir.
C'est bon, il y avait vachement de monde, Mélanie. Il faut que j'arrête l'enregistrement. Oh là là. Comment est-ce qu'on arrête l'enregistrement? Ah, mais je pense que ça va s'arrêter tout seul. Non, je pense qu'il faut que tu cliques sur stop quelque part. Je n'y arrive pas. Réunion participants. Non, je pense qu'il faut que j'annule la présentation. J'arrête. Bon, c'était super, Mélanie. Merci. Merci à toi de nous avoir invités, c'est top. Ouais, Puis il y avait top, pas mal de ouais. monde, donc c'est chouette. Très intéressant le point de vue de Laurent aussi, je trouve, de l'ethnologue. Oui, 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 oui. Attends, si vous arrêtez l'enregistrement et vous redémarrez plus tard, affiche en raison. Distinction à créer, je préfère suspendre.